Les conséquences politiques d'une finale chaotique avec Cécile Cixous et Jérôme Rabier. Des bousculades, des tentatives d'intrusion et une réponse musclée de la police. Que s'est-il passé samedi soir aux abords du Stade de France lors de la finale de la Ligue des Champions? Après le chaos, le gouvernement veut des explications. La toute nouvelle ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, et le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, ont réuni pendant près de 2 heures les organisateurs de l'événement. À l'issue de la réunion, s'il y a eu débordement pour Gérald Darmanin, c'est à cause d'une fraude massive de faux tickets. Entre 30 et 40 000 supporters anglais avaient des billets falsifiés, ce qui a créé un engorgement aux abords du stade. Il y a eu 40 000 personnes de plus que les 80 000 personnes du Stade de France. Et donc effectivement, il y a eu un engorgement très important. Et c'est pour cela que le préfet de police a pris soin de lever les préfiltrages lorsqu'il a vu que ces engorgements étaient trop importants. Sans l'intervention du préfet de police, il y aurait eu des morts selon le ministre de l'Intérieur. Amélie Oudéa-Castéra s'est engagée à tirer les leçons de cet événement pour la future Coupe du Monde de rugby et les Jeux Olympiques organisés par la France. Elle a aussi présenté ses excuses aux supporters qui n'ont pas pu rentrer dans le stade. Un ensemble de personnes qui avaient acheté un billet ont été privées du match. On leur exprime évidemment tous nos regrets, comme d'ailleurs aux personnes dont l'expérience samedi soir a été gâchée par les incidents. 2700 personnes, et nous avons demandé à l'UEFA qui s'est engagée tout à l'heure devant nous que ces personnes soient précisément identifiées et puissent bénéficier d'une compensation. Les 2 ministres seront auditionnés par le Sénat mercredi prochain sur la capacité de la France à accueillir de grands événements sportifs. On débat autour de ce fiasco en Mondovision avec Bérangère Bonte. Bonjour Bérangère, bienvenue. Vous êtes journaliste, essayiste, auteur de ce portrait d'Édouard Philippe, Le Sioux, aux éditions de l'Archipel. Émilie Zapalski, bonsoir, bienvenue. Vous êtes communicante politique. Mathieu Souquier, bonsoir et bienvenue, essayiste, auteur de 2022, La flambée populiste, publié chez Plomb. J'accueille également avec nous en duplex Michel Savin, qui est sénateur LR de l'Isère, président du groupe d'études pratiques sportives et grands événements sportifs au Sénat. Bonsoir, merci d'avoir répondu à notre invitation. Et Mathieu Croissando, éditorialiste politique. Bonsoir. Bonsoir. Mathieu, je commence avec vous, Bérangère Bonte. Je signale juste à nos téléspectateurs que vous avez été à la tête d'Europe 1 Sport. Vous avez animé aussi plusieurs émissions sportives. Ça fait partie de vos multiples talents. Comment vous analysez ce qui s'est passé samedi avec un tout petit peu de recul ? Il y a une foule de dysfonctionnements, me semble-t-il, dans un événement qui est toujours potentiellement compliqué à gérer. Et sur lequel, à chaque fois, les petits dysfonctionnements ont des conséquences lourdes. On peut avoir 80 000 personnes qui vont au concert d'Indochine au même endroit il y a une semaine. Et à peu près la même population qui va voir un match de foot et on assiste à ce à quoi on a assisté. Donc c'est toujours très sensible et c'est là où il y a énormément de questions qui se posent avec dedans des événements un peu des circonstances un peu particulières, une grève de RER qui vient s'ajouter, qui a peut-être été pas tout à fait bien anticipée, en tout cas dans ses conséquences, etc. Mais en tout cas, si vous faites référence à l'expérience que je peux avoir de ce genre de match, de ce genre de moment, il y a un contresens, je pense, qui est celui que fait un peu Gérald Darmanin en invoquant ces fameux hooligans anglais, ces fameux supporters anglais. De toute façon, il y a toujours un problème avec eux, ce qui est plus vraiment exact. Il se trouve qu'en 20 ans, les Anglais, précisément, ont vraiment, Dieu sait il y en a eu des drames en Angleterre, mais ils ont vraiment pris le problème à bras-le-corps, et c'est doublement un contresens par le fait que là, on n'a pas de violence de supporters dans le stade, sur le terrain, qui envahissent la pelouse, etc. Là, on est vraiment dans un problème d'organisation à l'extérieur. Oui, et beaucoup de journalistes qui étaient sur place disent qu'au contraire, les supporters de Liverpool ont plutôt été particulièrement stoïques malgré les circonstances. Émilie Zapalski, si on parle de communication, la journée de dimanche d'hier, elle a été assez caricaturale. C'est-à-dire que c'était un peu tout le monde se
cache ou alors pointe la responsabilité des autres. Et on revient à cette foule de détails, voire de co-organisateurs d'un événement comme celui-là. Comment vous aussi vous l'analysez, cette journée un peu autruche, on pourrait l'appeler comme ça, où tout le monde se cache là. Bah oui, c'était plutôt du stand-by. On parle de République en marche, mais là c'était plutôt la République en stand-by parce que pas beaucoup de communication, très prudent. Après, avec une communication quand même assez surprenante. Parce ça, c'était celle d'aujourd'hui. Voilà, celle d'aujourd'hui, on a quand même... ça s'est bien passé parce qu'il n'y a pas eu de mort. Donc ça, c'est quand même le préfet allemand. Bon, voilà, c'est un certain jugement sur les événements. Ce chiffre sorti par Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, de 40 000 faux billets... On n'a pas du tout de source d'information, ça fait quand même beaucoup. Et en effet, comme disait Bérangère, c'est la faute aux hooligans, alors qu'a priori, on a eu plutôt des retours comme quoi c'était assez paisible et ça se passait assez bien. C'est une communication assez déplorable parce que les images ont été assez fortes. Moi, ça m'a rappelé tout bêtement, et c'est vrai que du coup, avec ces paroles du préfet allemand, ça m'a rappelé l'Arc de Triomphe des Gilets jaunes. Ces images très déplorables de la France, de cette espèce de débordement, et on a en effet très peu de choses. Je crois que Gérald Darmanin a quand même parlé de regrets en disant que c'était regrettable, ou quelques regrets sur ces événements qui doivent être festifs et positifs. C'est assez léger parce qu'on voit bien qu'il y a en effet peut-être eu plusieurs dysfonctionnements, mais on peut dire qu'il y a eu des dysfonctionnements sur la police. Ça laisse libre cours. Alors, les extrêmes sont très contentes. Oui, on va en parler, ça distribue pour tout le monde. Voilà. Certains critiquent la police, l'autre les jeunes de banlieue. Des policiers assez violents. De l'autre côté, on n'arrive pas à museler ces gens de Seine-Saint-Denis qui viendraient d'une immigration douteuse. Donc, ça permet de distribuer de tous les côtés. Donc, en termes de communication, c'est quand même avec la prudence dont vous avez parlé dimanche, c'est complètement déplorable, c'est complètement raté. Ouais. On y viendra évidemment sur l'axe des attaques des leaders de l'opposition. Mathieu Souquier, je disais fiasco en Mondo ou en Mondiovision. C'est vrai qu'il y a pas mal d'éléments d'un fiasco à la française. On parlait de la grève du RER. Enfin, j'imagine bien comment les confrères étrangers disent voilà, on est en France, évidemment, il y a la grève le jour de la finale, etc. etc. On imagine tous très bien, effectivement, comment tout ça peut légitimement être commenté ailleurs. Et c'est effectivement un concentré de ce qu'on sait faire, y compris donc dans l'arrogance et l'incapacité à faire le moindre mea culpa. Or, je pense qu'on a tous été frappés par les images effectivement de débordement et de violence au milieu de familles avec des gamins qui se prennent des gaz lacrymogènes. C'est quand même ça en fait le résultat de tout ça. Donc pour le moins, le ministre de l'Intérieur, en charge précisément de l'ordre public, on est étonné qu'il ne manifeste pas de façon beaucoup plus explicite, si ce n'est des regrets, voire même un mea culpa. Oui, la ministre des Sports était plus dans ce registre dans la conférence de presse. Un peu plus, mais très franchement, on a bien vu que le gouvernement faisait service minimum en la matière. Or, là, pour le coup, je pense qu'il y a une vraie double peine, c'est-à-dire que dans le macronisme, de façon originelle, il y a une promesse d'efficacité, de gestion publique efficace. Précisément, sur en particulier les questions d'ordre public, on voit que plus le temps passe et moins on sait être efficace. Donc, il y a de ce point de vue-là une promesse d'efficacité qui est trahie. Il y a une deuxième dimension quand même dans ce que Emmanuel Macron conserve de popularité. Il y a le fait que précisément, il donne une bonne image de la France. Il gère bien les crises et il donne une bonne image de la France. Que la France a une bonne image à l'étranger grâce en particulier à Emmanuel Macron. Là, pour le coup, c'est perdu. Et donc, ce que je disais sur le procès en arrogance, qui est parfois légitimement fait au pouvoir depuis 5 ans, là, précisément, quand on voit la façon dont le ministère de l'Intérieur, en particulier, a communiqué depuis samedi soir, dès samedi soir, en fait, évidemment, on crie au hooliganisme et au débordement de Britanniques. Quand on voit en réalité le résultat de la politique d'ordre depuis un certain nombre d'années, vraiment, il devrait y avoir un mea culpa puissant. On y reviendra sur la politique d'ordre et l'action des forces de l'ordre. Je me tourne vers Michel Savin. Les deux ministres concernés, Michel Savin, c'est-à-dire Gérald Darmanin pour l'Intérieur, Amélie Oudéa-Castéra pour les sports, seront entendus mercredi au Sénat. Dans quel cadre? Qu'est-ce que vous en entendez? Je pense qu'il est important qu'on puisse rapidement auditionner les deux ministres pour qu'on ait des explications et des réponses à toutes les questions qu'on peut se poser. Et les intervenants qui m'ont précédé ont posé aussi déjà des questions, et surtout aussi revenir sur les propos qu'ont tenus les ministres aujourd'hui, où c'est vrai que c'était un peu surréaliste. Lorsque j'entends le ministre de l'Intérieur qui annonce la présence de 30 à 40 000 personnes devant le stade, lorsqu'on savait que déjà il y avait
au moins 70 000 personnes à l'intérieur du stade à 21h, 30 à 40 000 personnes sans billets ou avec des faux billets. Aucune source d'information confirme ces propos. Je ne sais pas d'où le ministre sort ces chiffres et cette situation. De l'autre côté, lors de cette conférence de presse à 11h, aucun mot rien n'a été évoqué sur le fait que quand même, et ça a été dit, 300 à 400 jeunes des quartiers sont venus et sont pu pénétrer dans le stade sans billets et sans contrôle. Voilà, donc avec des scènes d'agression. Vous avez parlé des images qui ont été retransmises dans le monde entier. Moi, je regarde depuis ce matin les réactions de vos confrères internationaux. Beaucoup parlent d'agressions, de vols qui sont produits devant le stade. Ça aussi, je pense que c'était une leçon à tirer dans le cadre de la préparation. Et c'est pour répondre encore complètement à votre question, notre travail, c'est aussi de faire une commission indépendante qui puisse travailler sur des propositions pour éviter de telles manifestations lors des grandes manifestations qui auront lieu, comme la Coupe du Monde de rugby et les Jeux Olympiques et Paralympiques. Est-ce que ça veut dire, pardon de vous interrompre, est-ce que ça veut dire, Michel Savin, qu'il y aura une commission d'enquête parlementaire, sénatoriale? Une commission mixte entre la commission des lois et la commission de la culture a organisé donc les auditions des deux ministres mercredi. À l'issue de ces auditions, il faudra qu'on regarde, et le Sénat va regarder entre ces deux commissions, quelle suite on pourra donner. Est-ce que c'est une commission d'enquête? Est-ce que c'est une mission flash? Donc, il faudra qu'on en discute avec nos collègues. Mais l'important, c'est de pouvoir déjà et rapidement poser des questions aux deux ministres, sur l'organisation et les responsabilités, mais surtout les leçons à tirer. Et vous avez raison, on a vu aussi lors de cette audition deux discours un peu différents. La ministre des Sports qui a eu un discours à mes yeux beaucoup plus responsable, qui s'est excusé, qui a regretté et qui a proposé que les 2700 spectateurs qui étaient privés de match puissent avoir une compensation par l'UEFA. Donc il y avait un geste quand même de la ministre des Sports, qui a reconnu aussi qu'il y avait eu des difficultés dans l'organisation, le fonctionnement de cette soirée. Et puis à côté de ça, un ministre de l'Intérieur qui, pour lui, les seuls responsables, ce sont les supporters anglais. Point barre, il n'y a rien à circuler, quoi. Alors justement, on va se poser la question de la communication et de la responsabilité du ministre de l'Intérieur. Mais Mathieu, il y a cette question que tout le monde se pose depuis 48 heures. À qui la faute? Comme d'habitude dans ce genre d'affaires, les responsabilités sont évidemment partagées. Mais tout de même, en entendant tout à l'heure le ministre de l'Intérieur expliquer qu'il faut normalement entre 12 et 18 mois pour organiser un match de cette ampleur et que cela avait dû être fait en 3 mois, on ne peut que se demander qui a bien pu avoir cette idée folle. Et vous me voyez évidemment venir. Ben oui. La réponse, elle figure noir sur blanc dans un communiqué de l'UEFA. Nous sommes alors le 25 février. Et les instances du foot européen se sont réunies en urgence au lendemain de l'invasion de l'Ukraine par la Russie pour délocaliser au plus vite la finale de la Ligue des Champions qui était initialement prévue à Saint-Pétersbourg. Alors qu'est-ce qu'on apprend à la lecture de ce communiqué? L'UEFA souhaite exprimer ses remerciements et sa gratitude au président de la République française Emmanuel Macron pour son soutien personnel et son engagement dans le déplacement de ce match phare du football européen en France. Donc de deux choses l'une, soit on sait faire, soit on sait pas faire, mais si on se porte candidat, a priori c'est qu'on sait faire, et c'est pas pour venir dire plus tard, on savait pas faire parce qu'en fait on a eu 3 mois. Mais évidemment, le chef de l'État ne pouvait pas forcément imaginer que ça prendrait une pareille tournure. Bien sûr que non, il n'est pas du tout le seul responsable, c'est lui qui a eu l'idée, mais il n'est pas responsable de la tournure des événements. Mais d'autres que lui auraient peut-être pu quand même avoir un peu la puce à l'oreille. En amont d'abord, et avant il paraît quand même ahurissant que les polices britanniques et françaises n'aient pas su voir ce qui se tramait si on est bien sur une piste de 30 000 ou de 40 000 faux billets. On est dans une opération de fraude industrielle qui dépasse l'imaginable. Et alors, il n'y aurait pas un indique, un spécialiste du renseignement intérieur, ni en France, ni en Grande-Bretagne, je sais pas quoi, la police de l'air et des frontières. Moi, je veux bien qu'on mobilise tout le monde. Et je ne sais qui, personne n'a pu avoir la puce à l'oreille de ce qui se tramait. Ça, c'est quand même curieux. Autre coupable aux abonnés absents, l'UEFA et bien sûr son représentant dans l'Hexagone, j'ai nommé Noël Le Graët, l'homme qui règne sur le football français depuis à peu près aussi longtemps que Vladimir Poutine règne sur la Russie. La Fédération française de football mettra tout en œuvre pour que cet événement se déroule dans les meilleures conditions, promettait-elle en février. Chapeau l'artiste, on a envie de dire, qu'est-ce que ça serait sinon? Et là, vous l'avez entendu, Noël Le Graët, depuis 2 jours? Non, aux abonnés absents, et plus UEFA, pas grand-chose. À qui la faute ensuite? Évidemment au débordement, et bien sûr aux fauteurs de troubles, à tous ceux qui ont tenté de resquiller, à tous ceux qui
sont rentrés de force sans payer, à ceux qui ont volé des tickets, mais on le dit ici, le reste des supporters, la majorité d'entre eux, la plus grande part des supporters, avaient fait ce qu'on leur avait demandé, c'est-à-dire prendre le RER, attention, le RERD et pas le RERB qui est déjà en grève, en avance. Ils étaient arrivés pour beaucoup d'entre eux 3 heures avant. Le tout pour se faire nasser dès l'arrivée, comme dans une manif de gilets jaunes. J'en viens du coup à la police sur place. Alors le préfet allemand s'est félicité hier, on l'a dit, que le dispositif en place est assuré l'essentiel, attention, on voit les guillemets, permettre le bon déroulement du match et garantir les festivités, on l'a dit, sans mort ni blessés graves. Un argument repris par Gérald Darmanin aujourd'hui. Là, on est quand même un peu dans le délire, faut le dire. On parle d'une finale de football en Mondovision, vous l'avez dit. Et on vient nous dire, estimez-vous heureux qu'il n'y ait pas eu de mort. L'argument ne manquera pas de séduire les futurs spectateurs de la Coupe du Monde de rugby ou des Jeux Olympiques de 2024. Voilà les touristes prévenus. J'ai regardé le site Explore France, aujourd'hui, le site officiel. Laissez-vous surprendre par une France inattendue. J'ai envie de répondre, tu m'étonnes. Effectivement. Bérangère Bonte, vous avez écouté la conférence de presse des 2 ministres en début d'après-midi. Si on fait là un chapitre, un focus sur Gérald Darmanin, qu'est-ce que vous en avez pensé ? Moi, je me dis en fait que pour que Gérald Darmanin ait, avec cet aplomb-là, autant de force dans la condamnation, en gros, d'une fraude, point à la ligne, j'espère qu'il a énormément d'éléments que nous n'avons pas, ce qui serait assez normal d'ailleurs. Mais je veux dire, pour qu'il exclue à ce point toute autre hypothèse, pour qu'il exclue toute défaillance de la sécurité, c'est que vraiment, voilà, vous voyez ce que je veux dire, c'est que on a rarement vu, et on l'a souligné, il y a sans doute un petit peu plus de nuances chez Amélie ou Oudéa Castéra, on a rarement vu avec autant, je dirais, que le monde entier qui est outré par ce qui s'est passé et des témoignages de tous ordres qui arrivent du monde entier, le décalage est tel que je me dis, voilà, j'espère qu'il a des éléments très forts pour étayer ça. Oui, moi, il me donnait une impression, je ne vais pas dire de désinvolture, évidemment, mais quand même très tranquille, quoi. Il y avait un contraste avec Amélie Oudéa Castéra. Bon, c'était sa première, enfin, quel baptême du feu pour elle, quoi. Elle vient d'être nommée ministre et elle doit affronter ça, mais quand même, je sais pas si vous êtes sur cette perception. Désinvolte, ça minimise un petit peu l'événement. C'est un peu ça que vous posez la question, en se disant, bah, tiens, finalement, ça va passer. Moi, je suis pas si sûre qu'il y ait des éléments factuels chiffrés derrière. Je pense justement que cette assurance, elle est presque inquiétante, en se disant, c'est le bluff, c'est on attaque plutôt que d'être attaqué. On a quand même un ministre qui est candidat aussi, hein. C'est le seul d'ailleurs qui donne quelques mesures, là, le permis à points, on va pas retirer de points pour des petits excès de vitesse. C'est les seules mesures qu'on entend du gouvernement. C'est ça qui est assez fou. C'est-à-dire qu'on a un ministre de l'Intérieur qui est plus candidat, qui essaie de passer. Et ce qui se passe en ce moment, c'est ce gouvernement qui ne donne aucune mesure, qui ne fait que des mots. Et là, on a eu encore un exposé de ça. C'est-à-dire qu'on a des mots, on a des explications, mais on n'a pas d'acte derrière. Tout à l'heure, Michel Salvin disait très justement, il faut tirer des leçons de ça. Là, il n'y a pas eu un moment où on disait, où Darmanin disait, peut-être qu'on va pouvoir faire autrement, peut-être qu'on va calculer quelque chose de différent. Et on est dans cet état de fait, c'est-à-dire c'est les mots. On s'en tient aux mots, il n'y a aucun acte. Moi, il me semble que cette espèce de maîtrise des horloges là jusqu'aux élections législatives, hein, parce qu'il y a un peu ça, c'est-à-dire qu'on laisse cette espèce de vide jusqu'aux législatives, on parle que de mots, que de méthodes, mais j'ai l'impression que ça se retourne contre le gouvernement, parce que finalement, c'est plus eux qui s'imposent les sujets. On a eu déjà le sujet Damien Abad qui continue à courir alors que les plaintes sont classées sans suite et qu'il n'y aura pas d'enquête. Ça continue à émerger. On a ce sujet-là, Stade de France. Donc finalement, cette espèce de vide qui est fait d'une manière électoraliste, c'est-à-dire de laisser passer les élections législatives, ça se retourne, il me semble, contre cette majorité qui n'agit pas et qui montre cette impuissance. Juste, si je ne me suis pas bien fait comprendre, je pense avoir été un tout petit peu au second degré. C'est-à-dire bien sûr. L'idée est vraiment, je veux dire, c'est tellement sans nuance, c'est tellement une question de fraude. Et voilà, c'est ça que je me dis. Peut-être qu'il a des éléments que nous n'avons pas. Il y a aussi un autre élément dans la conférence de presse des 2 ministres et dans les mots choisis par Gérald Darmanin, c'est le soutien au préfet de police, l'allemand, Mathieu Soulier. Un soutien fort, réitéré. Je vais encore plus loin que vous, c'est-à-dire que pour moi, ça va au-delà de la désinvolture. Si les images qu'on a vues samedi soir, des débordements avec des enfants et des familles au milieu de tout ça, en fait, étaient choquantes, je trouve que d'une certaine façon, ce qui s'est passé avec la conférence de presse l'était toute proportion gardée. C'est-à-dire que, et par ailleurs, il y a les mots
mots qu'emploie Gérald Darmanin, mais dans la désinvolture et même au-delà de la désinvolture, on avait compris qu'au départ, il ne devait pas participer à la réunion de ce matin. Il avait fait savoir qu'il n'y participerait pas. Et puis ensuite, il a quand même fait savoir qu'il enverrait son directeur de cabinet, considérant qu'il devait quand même y avoir un représentant du ministère de l'Intérieur sur une réunion de débriefing d'une crise quand même relativement majeure. Et puis finalement, il y est allé. Effectivement, tout dans sa posture indiquait qu'il n'avait absolument pas envie d'être là et qu'il faisait réellement le service minimum. Sauf effectivement, en soutenant le préfet Lallemand, la posture du préfet Lallemand aussi sur place m'a semblé extrêmement choquante. C'est-à-dire qu'il adoptait un rictus, un petit sourire pendant la quasi-totalité de la conférence de presse. Et quand même, alors j'ose un parallèle, Jean Castex a assis son autorité lorsqu'il a été nommé à Matignon en débarquant quelques jours après sa nomination le secrétaire général du gouvernement. Homme extrêmement puissant dans le système, Marc Guillaume a disparu 3 jours après parce que Jean Castex a demandé la tête de Marc Guillaume. Je ne sais pas dans quelle mesure Elisabeth Borne ne serait pas inspirée, et pour marquer son autorité et pour solder cette crise, de demander la tête du préfet de police de Paris. Parce que même Jean Castex avait maintenu le préfet Lallemand. Oui, il n'est pas directement, mais il n'avait pas demandé sa tête. Là, on va demander son avis à... On va demander son avis à Michel Savin concernant le préfet de police, concernant le préfet Lallemand. Qu'est-ce que vous en pensez ? Il pourrait faire office de fusible idéal, finalement, dans une affaire comme celle-là. Ou légitime. Oui, mais je ne sais pas si c'est la bonne réponse. Pour revenir aux propos qui viennent d'être tenus, moi, j'ai en souvenir le premier message de Gérard Darmanin qui a pointé du doigt uniquement les supporters britanniques qui, je le cite, qui sont rentrés sans billets avec des faux billets et qui ont forcé les entrées et parfois violenté des stadiers. Tout de suite, et ce discours n'a pas changé depuis samedi soir, Gérard Darmanin est sur une position, alors je ne sais pas comme vous s'il a d'autres arguments, mais quand j'écoute la presse française et internationale, ce n'est pas ce qui est retransmis par les journalistes qui étaient présents sur le site. Personne ne nous a parlé de 30 à 40 000 faux billets qui circulaient à l'entrée du stade. Je ne sais pas d'où il sort ces chiffres. Et c'est très dangereux parce qu'un ministre de l'Intérieur qui annonce des choses comme cela, qui se tient sur ses positions, je pense que la première des responsabilités, c'est la sienne, avant d'aller chercher un embis qui peut être un fusil pour désamorcer cette crise. Oui. Le premier responsable, c'est lui. D'accord. Alors, je vous redonnerai la parole, évidemment, tout à l'heure. Michel Savin, simplement... ce retour de journalistes qui étaient sur le terrain samedi et qui ont discuté avec des stadiers, ceux qui étaient chargés justement de contrôler les billets à l'entrée. Ils ont un petit stylo qui permet de biper le code barre. Et au bout d'un moment, ils se sont demandé si leur stylo n'était pas défectueux parce qu'il y avait tellement de billets refusés qu'ils se sont posé la question. Donc je ne dis pas qu'il y en avait 30 à 40 000, mais il y en avait quand même beaucoup puisqu'ils ont réagi de cette façon, les stadiers chargés de contrôler les supporters de Liverpool. Gérald Darmanin, on reste dans ce chapitre. Il dénonce effectivement cette fraude massive. Il choisit très clairement, et c'était encore le cas lors de la conférence ce midi, de désigner les supporters anglais. On l'écoute. Il n'y a manifestement que dans le football, et singulièrement que dans le football avec certains clubs anglais, qu'il y a ces événements. Je rappelle que la France a organisé de très nombreux matchs de rugby et de football à très haut niveau ces derniers jours, ces dernières semaines, ces derniers mois, sans aucune difficulté, et même avec des clubs français dont parfois il y a de grandes difficultés, et c'était notamment le cas de la finale de Coupe de France quelques jours plus tôt, il n'y a pas eu ces difficultés que nous avons constatées là. Je rappelle d'ailleurs malheureusement que Liverpool-Tottenham en 2019 à Madrid a posé exactement les mêmes problèmes, qu'une finale à Wembley, il y a quelques années de ça, a posé exactement les mêmes problèmes. Et je propose à Jonathan Dupriez de nous rejoindre. Bonsoir Jonathan. Cette réponse, cette attitude, on va dire, des autorités françaises, ça provoque un tollé outre-Manche. Oui, tout à fait. Et là, on vient de l'entendre, Gérald Darmanin, c'est notamment le fait que le ministre pointe du doigt les supporters britanniques et uniquement eux, les 30 à 40 000 fameux qu'on n'arrive pas à expliquer. Sauf qu'il y a aussi des dizaines de vidéos, de témoignages qui s'amoncellent outre-Manche de supporters qui prouvent plus ou moins le contraire, qui disent le
contraire et qui dénonce plutôt des failles organisationnelles et surtout un usage injustifié de la force par les forces de l'ordre présentes. Il y a aussi, vous allez le voir peut-être sur ces images, des centaines de fans qui disent avoir été bloqués sans raison à l'entrée du stade, chargés par les policiers et parfois gazés. Il y a des images qui sont assez saisissantes, de notamment un jeune homme qui est là, on va le voir sur cette vidéo, un jeune homme qui est là et qui se prend un spray de bombe au poivre sans raison visiblement. Et c'est aussi la réaction de la France qui fait un tollé sur les réseaux sociaux. Amélie Oudéa-Castéra a reconnu du bout des lèvres que le pays devait s'améliorer dans la gestion des matchs à risque. Et sur Twitter, c'est le déferlement de messages aussi contre Gérald Darmanin. Il y a même un hashtag qui est en trending topic du réseau social, Darmanin démission. Il y a même des anciens joueurs du club Liverpool qui réclament sa tête. Et donc il y a ce pataquès diplomatique qui commence. Et oui, l'affaire est remontée très haut, jusqu'au sommet de l'État en Grande-Bretagne. Le porte-parole du Premier ministre Boris Johnson s'est dit extrêmement déçu, je le cite, du traitement réservé aux supporters britanniques. Il a exhorté l'UEFA à diligenter une enquête en collaboration avec les autorités françaises. Les supporters méritent de savoir ce qui s'est passé, a-t-il ajouté. Et puis il y a aussi certains élus qui ont pris la parole, notamment je pense à Joanne Anderson, qui est la maire de Liverpool, et qui dans un tweet, elle a dénoncé le traitement brutal, épouvantable des supporters par les autorités françaises. Et sur le réseau social, cet élu, elle a même appelé Emmanuel Macron à, pourquoi pas, enquêter sur la chose. Très vive émotion générale au-delà de Liverpool dans le pays. Oui, exactement Thomas. Et cette fameuse soirée de samedi, elle a fait les choux gras des tabloïds. On peut par exemple lire dans le Sun l'histoire d'un père et son fils de 11 ans venus assister au match. Voilà, vous voyez la photo. Lorsque des heurts ont éclaté, eux, ils disent avoir été indistinctement touchés par ces gaz lacrymogènes. Et on le voit sur la photo, l'adolescent est en larmes, collé à son père, terrorisé par ce climat ambiant. Et le père qui a déboursé plus de 1000 pounds pour venir à Paris voir la rencontre, en fait, il a préféré rebrousser chemin et retourner à l'hôtel. Donc, il n'a pas vu la rencontre. En tout cas, ces incidents passent d'autant plus mal, côté anglais, Thomas, que la police de Liverpool était présente aux abords du stade et elle avait jugé, je cite, que l'immense majorité des supporters anglais, ils s'étaient bien comportés de manière exemplaire. Merci Jonathan pour toutes ces informations. Michel Savin, je reviens vers vous. Est-ce qu'on ne sait plus gérer les supporters en France? Parce que je vous pose la question parce que à chaque journée ou soirée de championnat de Ligue 1, les déplacements de supporters sont interdits, quasiment tout le temps interdits. Je pense qu'il y a deux points sur lesquels il faut qu'on travaille. Il faut travailler, c'est la gestion des supporters, des spectateurs qui vont dans les stades. Et c'est un débat que nous avons eu il y a quelques mois lors du dernier texte sur le sport, où la problématique des fichiers d'interdits de stade avait été mis en débat, parce que jusqu'à présent, les personnes interdites de stade n'étaient pas avec un fichier photographique. Donc, lorsqu'ils arrivaient dans un stade, il y avait des difficultés à les contrôler. Comme on demande qu'il y ait un meilleur contrôle pour éviter de rentrer, et on l'a encore vu dimanche à Saint-Etienne avec des fumigènes ou des fusées dans les stades, ce qui peut être aussi très dangereux. Le renforcement de la sécurité autour et dans les stades avec de la visio et de la vidéo pour mieux contrôler et sanctionner directement les personnes qui sont les fouteurs de qui mettent le bazar dans les stades. C'est pas en fermant une tribune qu'on va régler les problèmes. Il faut bien cibler les personnes qui sont fautives. Et puis il y a un autre phénomène dont on parle très peu, mais je l'ai entendu, ça a été abordé au début de votre reportage. Donc ça, c'est la partie supporters et spectateurs. Et puis il y a la partie de ceux qui sont toujours en train de se raccrocher à des événements et qui viennent pour casser, agresser et voler. Donc ça veut dire que dans le cadre des grandes manifestations sportives, on a aussi à gérer ces comportements qu'on avait peut-être beaucoup moins il y a quelques temps et qui sont en train de se développer. Ça se fait dans les manifestations régulièrement dans Paris. Aujourd'hui, c'est avec une manifestation sportive. Est-ce que c'est une seule fois que ça va se produire, ou est-ce qu'il ne faut pas qu'on anticipe pour dire comment on peut gérer aussi ceux qui n'ont rien à faire, qui ne sont pas des supporters, qui ne sont pas des spectateurs, qui n'ont pas de billets et qui viennent là autour d'un stade pour essayer d'agresser, de voler et autres. Donc je pense qu'il y a deux chantiers à mener.
les supporters, comment mieux gérer la sécurité à l'entrée et dans les stades, mais aussi gérer ces phénomènes d'agression et d'agressivité. Alors, cette critique, elle rejoint celle qui a été exprimée par plusieurs voix, et on est plutôt à la droite ou à l'extrême droite de notre échiquier politique. Il y a d'un côté, on y reviendra, Jean-Luc Mélenchon qui critique la police, de l'autre, Marine Le Pen, tout comme Éric Zemmour d'ailleurs, qui s'en prennent aux jeunes des banlieues. On écoute l'ancienne présidente du Rassemblement national, Marine Le Pen, tout de suite. Un sentiment d'humiliation. Parce que nous sommes regardés par le monde entier et l'intégralité, je crois, des capitales qui ont vu cela ont constaté que la France n'était plus dans la capacité d'organiser de grandes manifestations sans que celles-ci dégénèrent, en partie par une désorganisation dont il faudra que les organisateurs s'expliquent, et puis en partie par une délinquance traditionnelle, classique maintenant, qui a fait qu'à chaque événement, eh bien, celui-ci se transforme en émeute, se transforme en tentative de pillage. Et d'autres voix se sont élevées. Éric Zemmour, il dénonce, je le cite, l'avènement de racailles qui font la loi. Le président du Rassemblement national, Jordan Bardella, affirme lui que Gérald Darmanin préfère, je le cite, accuser les supporters britanniques plutôt que de risquer un incident diplomatique, non pas avec la Grande-Bretagne, mais avec la Seine-Saint-Denis. Mathieu Souquier, qu'est-ce que ça vous inspire? C'est une partie de la réalité de ce qui s'est passé samedi soir. Il ne faut pas l'occulter. Et où, d'ailleurs, ça peut aller de pair, c'est de la récupération politique. Mais personne ne propose de l'occulter. On a tous vu, effectivement, des images de gars qui enjambaient les barrières et qui, manifestement, ne venaient pas d'Angleterre. Mais, encore une fois, c'est pas le problème. Ça peut être une partie du problème. Oui, enfin, ça reste relativement marginal quand même. Le problème, encore une fois, c'est la gestion des flux par les forces de l'ordre et les débordements que les forces de l'ordre ont elles-mêmes alimenté. Et encore une fois, je ne nie pas la responsabilité d'un certain nombre de personnes qui, sans doute, viennent toujours autour des manifestations profiter des promeneurs ou des visiteurs ou des touristes. Enfin, peu importe. C'est quand même pas ça le sujet. C'est la façon dont on a lâché des gaz lacrymogènes pour tenter de faire face à une situation certes difficile, mais qui aurait pu ou dû être anticipée. Alors, y compris la fraude. Alors, sans doute pas dans les proportions qu'on a évoquées, qu'évoque le ministre de l'Intérieur avec des chiffres qu'il devra sans doute confirmer de façon un peu établie. Mais sans doute qu'il était difficile d'anticiper à ce point le problème, mais quand même, encore une fois, le job des pouvoirs publics, c'est d'anticiper toutes les hypothèses face à un événement sportif exceptionnel. Ok, donc vous dites ce n'est pas le problème, c'est pas l'essentiel. Encore une fois, c'est pas parce que quelques dizaines, pardon, je termine là-dessus, c'est pas parce que quelques dizaines de personnes enjambent les barrières du stade que on gaze des gamins derrière. Voilà, entre dire que c'est pas essentiel et ne rien dire du tout, comme ça a été fait par Gérald Darmanin aujourd'hui, je pense qu'il y a quand même un grand espace, c'est-à-dire qu'on ne peut pas occulter, en tout cas de ce qu'on a vu, qu'en effet, il y a probablement des jeunes qui ont profité de ces mouvements-là, qui sont venus, qui ont enjambé avec Hanouna pour rentrer dans le stade. On ne peut pas le nier. Enfin, c'est un état de fait, même si c'est minime, même si... Moi, je me souviens quand même d'un Gérald Darmanin, il y a encore quelques mois, qui disait à Marine Le Pen qu'elle était trop molle sur ces questions d'immigration, de venue de gens d'immigration, de quotas. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on a entendu ça. Et là, tout d'un coup, alors on n'en parle plus du tout. Et pourquoi ? Parce que en face, il y a la NUP qui n'existait pas il y a quelques mois et qu'il ne faut pas du tout attaquer cet électorat qui risquerait d'être récupéré par Jean-Luc Mélenchon, qui est extrême, mais qui a quand même réussi à rassembler la gauche. Et il me semble que cette rhétorique, en tout cas que ce vocabulaire qui n'a pas été donné, mais vraiment pas du tout. Enfin, je veux dire, on peut en parler sans faire focaliser là-dessus et sans qu'on soit choqué. C'est juste des états de fait. Et là, ça a été complètement occulté. Il me semble que c'est à des portées, encore une fois, électoralistes, ou en tout cas à connotation de pas se priver de certains électeurs. Bérangère Bonte, vous êtes d'accord avec cette analyse ? Il fait aussi de la qui Gérald Darmanin, qui est candidat, je le rappelle, dans sa gestion de cette crise. C'est vrai que c'est pour le moins surprenant qu'il n'évoque pas du tout, après tout ça pourrait se concevoir aussi, que parmi les différents problèmes rencontrés par les forces de l'ordre et autres, qu'il évoque les supporters anglais s'ils le pensent, mais également des gens qui sont visiblement venus des alentours, sans pour autant partir dans la caricature d'un Éric Zemmour qui nous parle de la France. Voilà, qui nous dit que le Stade de France aurait dû être construit en France, qui n'attendait que ça probablement, et on l'a souligné tout à l'heure. Mais c'est vrai que c'est quand même frappant de constater que même tout cet aspect français, il l'occulte complètement.
Pardon, juste je rebondis. Encore une fois, ça fait un certain nombre d'années qu'on observe que les manifestations dans ce pays ont du mal à se dérouler normalement. Oui. Ça existait déjà au moment de la loi travail, ça existait ensuite au moment des contestations de la réforme ferroviaire. Il y a toujours désormais, en fait, dans notre pays, des manifestations qui dégénèrent et des services d'ordre. Je ne dis pas que c'est facile, mais des services d'ordre qui ne parviennent pas, en fait, à adopter une doctrine qui permettent juste aux gens de manifester tranquillement sans que ça dégénère. Désormais, on observe que ça peut se produire, y compris pour des grands événements. Parce que la nature des manifestations a changé aussi. Il faut le dire. Auparavant, il y avait quand même des services d'ordre dans les manifestations, ou aujourd'hui dans des cortèges syndicaux qui auparavant étaient tenus par les services d'ordre. Assurément, mais précisément, que font nos forces de l'ordre pour adapter leur doctrine? Oui, je vais vous redonner la parole aux uns et aux autres. C'est à peu près ce que dit Jean-Luc Mélenchon, donc on est de l'autre côté, sur le même événement. Voilà l'angle d'attaque du fondateur de la France Insoumise. On voit clairement qu'on n'est pas préparé pour des événements du type les Jeux Olympiques ou peut-être le championnat mondial en rugby. Si vous voulez, soyons bien clairs. Le rôle de la police est de garantir la tranquillité. D'accord ? Il y a une manif, il faut que ça se passe calmement. Il y a un match, il faut que ça se passe tranquillement. Et là, c'est un échec complet de la stratégie policière. Il doit y avoir une réflexion de fond pour remettre la police française dans un dispositif qui la rende efficace. Ça, c'est pas efficace. Si vous voulez, leur rôle n'est pas... et on peut donner plein d'excuses, il y en a, des supporters violents, les phobies, etc., etc. Mais le rôle de la police, c'est d'empêcher que ça tourne mal. Or là, c'est le contraire, ils ont aggravé les choses. Michel Savin, dans 15 mois, c'est la Coupe du Monde de rugby. Dans 2 ans, c'est les Jeux Olympiques. Est-ce qu'il faut revoir la doctrine d'intervention de nos forces de l'ordre sur des grands événements, que ce soit des manifestations ou alors des événements sportifs ? Non, mais je pense que d'abord, il faut faire le constat que depuis de nombreuses années, la France a organisé des grandes compétitions sportives et que les choses se sont toujours bien passées. Donc la capacité d'organisation, moi je ne la remets pas en cause. Je pense qu'aujourd'hui, ce qu'il faut pointer du doigt, c'est des phénomènes qui se sont déroulés samedi et les pointer du doigt pour essayer rapidement de corriger et d'amener des solutions pour éviter que ça se reproduise. Mais moi je ne remets pas en cause l'organisation et de ceux qui sont en train de préparer les championnats de la Coupe du Monde de rugby et les Jeux Olympiques. Ils font un travail énorme avec l'ensemble des parties prenantes et je sais que ça va leur permettre aussi, ce qui est arrivé samedi, de pouvoir peut-être retravailler sur des sujets qu'ils avaient peut-être regardés rapidement ou peut-être pas identifiés. Juste revenir sur un point qui a été évoqué par... Pardon de vous interrompre, je vais vous reposer la question, parce que ma question, elle portait sur la doctrine d'intervention de nos forces de l'ordre. Et j'aimerais bien vous entendre là-dessus. Est-ce qu'il faut la revoir ? Est-ce qu'elle n'est plus adaptée ? Elle l'a été, mais bon, est-ce qu'elle n'est pas adaptée, tout simplement ? Mais là aussi... Ce qui s'est passé samedi, on met en cause les forces de l'ordre, mais ce que j'ai entendu, c'est pour ça que ça sera intéressant au niveau des auditions, c'est que une partie des forces de l'ordre ont été appelées en renfort. Elles n'étaient pas présentes sur une première partie lorsque les premiers spectateurs et supporters sont entrés dans le stade. L'organisation a été gérée par des sociétés privées avec l'UEFA et aussi des personnels de la préfecture de police, mais pas en nombre important. Au vu des événements, c'est du personnel supplémentaire qui a été sollicité pour gérer ce qui se passait en termes sur le parvis entre la gestion des entrées et les agressions. Donc là aussi, ne mettons pas en cause, moi je ne mets pas en cause le fonctionnement des services de police et de gendarmerie qui sont intervenus, parce qu'ils ont dû intervenir. Dans quelles conditions ils sont intervenus ? Est-ce qu'ils étaient préparés pour ça ? Est-ce que l'organisation avait été bien aussi vue entre les forces de l'ordre françaises et britanniques pour la gestion de cet événement ? Voilà les questions qu'on doit se poser. Et moi, je pense qu'il ne faut pas pointer du doigt aujourd'hui les jeunes. Regardez les images, lorsqu'on voit des gens c'est pour ça que je voulais revenir là aussi, qui passent au-dessus des grilles, sans billets, mais sans être contrôlés. Ça veut dire que... Alors, le préfet de police nous dit qu'il n'y a pas eu de mort et pas de blessés. Mais imaginez qu'une personne puisse rentrer par-dessus avec une arme et autres, qu'est-ce qu'on aurait eu comme situation ? Bon, donc, on a entendu vos arguments, pardon, mais on est presque à la fin de ce débat. Mathieu, vous vouliez intervenir ? D'abord, il y a eu un nouveau schéma du maintien de l'ordre qui a été publié en décembre dernier. Donc, on peut l'adapter. Oui, mais est-ce qu'il est adapté ? Deuxième chose, les forces de l'ordre exécutent les ordres.
Oui. C'est la chaîne de commandement qui est en critique. C'est pas le comportement de tel ou tel. Parfois, on peut avoir un policier violent. Mais en gros, ils exécutent les ordres qu'on leur donne. Il se trouve que dans les ordres qu'on leur donne, incarnés par ce préfet allemand qui est supposé incarner une ligne dure et qui s'en félicite et qu'on félicite pour ça, c'est vrai qu'il y a son prédécesseur, Michel Delpech, je ne sais pas si vous vous souvenez, lui qui avait été limogé après la fête du Paris Saint-Germain qui a mal tourné. Au contraire, il faisait partie d'une autre doctrine qui était faut plutôt laisser faire plutôt que de risquer d'avoir c'est toujours compliqué quand vous gérez une foule en colère. Là, c'était pas le cas. C'était pas des manifestants en colère, c'était pas du caillassage, il n'y avait pas d'affrontement. Et c'est ça qui est paradoxal, parce qu'on a eu l'impression que les forces de l'ordre ont eu des consignes extrêmement fermes face à un public qui était un public familial et de supporters qui n'étaient pas les Anglais qu'on avait vu s'affronter avec les Russes à l'Euro 2016. C'était autre chose. Là, c'était vraiment un public familial. Et je rappelle pour ceux qui se disent pourquoi il y a eu des difficultés côté supporters de Liverpool et pas côté supporters du Real Madrid, parce que à Madrid, ils avaient accepté un système qui était, on va dire, numérique, donc les billets étaient sur le téléphone, alors que le club de Liverpool avait demandé une version papier prioritairement, et donc ça a été plus facile à falsifier. Ça va être une vraie question, mais néanmoins, vous lisez la presse espagnole aujourd'hui, les confrères espagnols, les témoins espagnols, les familles, etc., rapportent des faits assez similaires à ce que racontent les Anglais. Donc ils ont. Oui, mais enfin 95% des supporters du Real étaient dans le stade avant le coup d'envoi, ce qui n'était pas le cas des Anglais. Voilà. Je voudrais juste vous poser une dernière question dans la perspective des Jeux Olympiques, Bérengère, parce que la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, elle est censée se dérouler en bateau sur la Seine avec du public des deux côtés, sur les deux rives. Moi, je trouve l'idée géniale. C'est l'audace à la française, mais alors on se dit comment on va faire, quoi. Il y aura des attaques en pirogue. Ça baisse nos ambitions. On va espérer que des leçons seront tirées de ce qui se passe là. On va espérer qu'il n'y aura pas une grève de RER, ou qu'en tout cas elle sera mieux gérée. On va espérer toute une série de choses. Il y a encore un autre petit aspect, quand on disait il y a absolument toutes les merveilles de la France dans cet événement. On a aussi plusieurs confrères, notamment britanniques, agence Associated Press, par exemple, qui racontent qu'ils ont tenté de filmer les débordements, qu'ils ont été empêchés par les forces de l'ordre et que les membres de l'UEFA se sont interposés, ont tenté de s'interposer et qu'il y a même un caméraman d'AP qui dit que la sécurité du Stade de France l'a obligé à effacer les images de supporters violentés qu'il avait tournées. Il y a quand même un combo là dont il va falloir tirer quelques leçons, j'espère en tout cas, pour que. Et puis il y a les Jeux de 2024, il y a le 8 septembre, l'ouverture de la Coupe du Monde de rugby l'année prochaine. Oui, 8 septembre 2023, c'est quand même tout dernier mot. Parce que c'est familial, c'est sportif, c'est familial, c'est un signal qu'il y a quelque chose qui est toujours pas calmé dans la société et que le moindre petit événement crée de l'embrasement très vite, alors que là c'était censé être festif et plutôt positif. Donc c'est un peu un signal d'alerte à mon avis. Merci beaucoup. Merci à tous d'avoir participé ici en plateau ou en duplex à ce débat. Je rappelle le titre de vos livres respectifs. Le Sioux, c'est aux éditions de l'Archipel. Bérengère Bonte, évidemment, ce portrait d'Édouard Philippe. Et puis 2022, La flambée populiste, livre co-écrit avec Damien Fleureau, publié chez Plomb.